produit un peu, et prépare son prochain projet qui lui sera couronné de succès, lui donnera accès à la gloire, et pour cause puisqu'il est né sous une bonne étoile, celle du président René Coty. Dans les années 50, le Caire est un véritable nid d'espions. Alors que l'héritière de l'ancienne famille royale essaye de reprendre le pouvoir, que des fanatiques religieux nommés les Aigles de Khéops tentent de démarrer une guerre sainte et qu'un navire russe transportant des armes disparaît, OSS 117, de son vrai nom Hubert Bonisseur de la Batte, joué par Jean Dujardin, est envoyé pour sécuriser le Proche-Orient et tenter de retrouver son ami, Jack Jefferson, disparu en mission. Il sera aidé pour cela de l'Armina, joué par Bérénice Bejo. Une dizaine d'années plus tard, c'est à Rio, au Brésil, qu'OSS 117 est appelé pour récupérer un microfilm contenant une liste de Français qui ont collaboré avec l'envahisseur allemand. Le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il a dit. Pour mettre la main dessus, il sera aidé par Dolores Kuleshov, agent des services secrets israéliens, joué par Louise Monod. On ne va pas se mentir, vous devez à peu près tous connaître OSS 117. C'est bien entendu un pastiche et non une parodie, puisque la mission de chacun des deux films a été de coller au plus près de la façon de faire de l'époque. Pour le premier film, il s'agit par exemple de tourner la première scène en noir et blanc, ou d'utiliser les vieux logos. On notera d'ailleurs que dans le cas de Mandarin Film, qui n'existait pas à l'époque, l'équipe du film a tourné son propre logo rétro en reprenant les codes d'un logo dans les années 50. Il s'agit également d'évoquer le générique du premier film de James Bond contre le Dr No, avec l'utilisation de pastilles de couleurs. Mais le générique jouera aussi sur des dessins évoquant plus largement les films d'espionnage, y compris la licence ennemie que représentait à l'époque l'ensemble des films OSS 117. Dans le deuxième film, 10 ans ont passé et le style évolue donc. On remarquera que le logo de Mandarin, qui n'existait pas non plus à la fin des années 60, évolue ici vers quelque chose qui rappelle très fortement celui de la Toho, la plus grosse boîte de production cinéma japonaise. Il s'agit cette fois notamment de jouer avec les split screens. Il y en a plus dans Rio ne répond plus que dans toute la filmographie de Brian De Palma. Tous réalisés par le même infographiste spécialisé dans l'exercice, ils seront souvent l'occasion d'une séquence basée sur ce jeu de mise en scène. On notera la séquence du téléphone vers la fin du film, ou encore la révélation des activités récréatives d'Hubert chez les hippies. Oui, non, parce que les gens sont pas obligés de savoir tout ça. Je veux dire que, sorti de son contexte, un doigt dans les fesses, ça peut être... Il s'agit également de jouer avec les transitions en volet qui font fureur à l'époque. Les deux films partagent de nombreux codes. On notera par exemple les incrustations en voiture qui dans les deux cas jouent la projection sur toile. Les acteurs ont été invités à tourner le volant bien plus que de raison, surtout s'ils étaient en ligne droite, et s'amusent à révéler le trucage avec par exemple la cigarette de l'Armina, dont la fumée devrait être emportée par le vent mais qui monte tranquillement. Chacun fait également un gros effort au niveau de la lumière. Hazanavicius et ses chefs-op, parce qu'ils étaient plusieurs, ont été chercher les mêmes projecteurs pour reproduire la lumière, mais ont également beaucoup étudié la façon d'éclairer de chaque époque. Au début des années 60, les sources sont multiples et directes, ce qui a pour effet de projeter plusieurs ombres en même temps, toutes très nettes. Les multiples sources étaient nécessaires pour impressionner la pellicule peu sensible de l'époque. Pour vous donner un ordre de grandeur, elles étaient de 200 ASA. Aujourd'hui, elles font du 400 ou du 800 minimum, et avec le numérique, on peut aller très loin, au-delà des 240 000. Le problème, c'est que dès lors, la lumière devient un peu incohérente, et les ombres multiples peuvent parfois créer des zones très sombres quand elles se superposent. Mais c'est l'effet recherché ici, l'artificialité. Comme à l'époque, le film essaiera de faire ressortir les décors en jouant avec les taches de lumière, qui semblent venir de nulle part. On notera dans les deux films l'utilisation quasi systématique de nuit américaine. Là aussi, les pellicules de l'époque étant trop peu sensibles, on préférera tourner les scènes de nuit en journée. Les vraies scènes de nuit se tournent dans des endroits débordants de lumière qui permettent de braquer un maximum de projecteurs sur les acteurs et les décors. En termes de pastiche, les clichés parodiés sont très visibles. Le personnage d'Hubert est forcément attendu chez lui ou dans un hôtel par des gars qui veulent le tuer, mais n'essaieront qu'une seule fois. Toutes ces histoires impliquent des nazis, il fait chavirer le cœur de toutes les femmes, ce que la caméra essaye pudiquement de cacher, sauf que cette fois il y a un miroir, et bien entendu, il est immortel. Il est aussi intéressant de s'attarder sur Bill, l'agent de la CIA qu'Hubert retrouve à Rio. On pourrait croire que sa manie de jurer comme un charretier serait une parodie assez simple du cliché de l'américain moyen au cinéma, mais en fait c'est plus intéressant que ça. Vous le savez peut-être pas, mais les studios américains ont pratiqué pendant environ 30 ans une autocensure très stricte afin de s'assurer que ces films étaient compatibles avec les lois de tous les États. Ces règles étaient réunies dans un texte que l'on appelait le Code Hays, et qui stipulait par exemple la durée maximum d'un baiser à l'écran, la façon d'habiller une femme, etc. et interdisait un langage trop familier. En plaçant son histoire en 1967, Hazanavicius fait de Bill un personnage de ces films américains qui se sont libérés quand le code a été supprimé l'année précédente, en 1966, et en profite donc pour rattraper tout le temps perdu. La gestion du rythme est un ressort très important du comique des films. Généralement soutenu, il s'autorise des pauses régulières, de préférence aux moments les moins opportuns. Quand il va faire l'amour à la princesse Al-Farouk, quand il compose un numéro sur le téléphone à cadran et que le film refuse de faire une ellipse au montage, C'est très urgent. ou encore en arrêtant la musique pour la course-poursuite avec Fancy Meul.
C'est de ce brusque arrêt du rythme que naît la comédie. Un autre paradoxe sera à la base de l'humour, c'est la pensée de l'époque. Le gros kiff d'un OSS 117, c'est de voir un personnage balancer toutes ses pensées dans notre âge et de les opposer à notre façon de voir les choses. Rien que de faire un film comique avec pour ennemi des musulmans, après le 11 septembre et avec l'immigration comme thème de campagne des dernières élections françaises, est un pari assez osé. Enfin, sécuriser le Proche-Orient. Pas de problème. Le contraste est tellement grand entre l'époque et notre façon de penser que ce seul décalage est la base du film. Cigarette? Non, merci, je ne fume pas. Je n'arrive pas à aimer cela. Quel dommage pourtant fumer des temps. Dans Rio ne répond plus, Hazanavicius, lui-même juif, s'en donne à cœur joie pour balancer les pires conneries antisémites. Rechercher un nazi avec des juifs? Quelle drôle d'idée. Et pourquoi donc? Mais enfin, il va les reconnaître. Comment ça? Bah, je sais pas, le nez déjà. Transcrivant même un monologue de Shakespeare prononcé par un juif en le remplaçant par un nazi. Le nazi n'a-t-il pas des mains? Enfin, on retrouve le gimmick d'Hazanavicius, même s'il est utilisé de façon différente, la citation d'images. Dans le premier film, il a utilisé ce qu'on appelle des stock footage, comprenez des archives d'images. Lorsque l'équipe n'a pas le temps de tourner des plans d'illustration de la ville, certaines sociétés se chargent de fournir des plans un peu bateaux sur les monuments marquants. Il double d'ailleurs le sketch, car toute l'idée c'est que le stock footage filme quelque chose qui parle de lui-même, comme la tour Eiffel, mais il rajoute quand même qu'on est à Paris au cas où ce serait pas clair. D'autres sont plus discrets, comme celui sur l'avion d'OSS qui se pose à l'aéroport du Caire. Dans le deuxième, il va un peu plus loin et on va faire un petit retour en arrière pour en parler. Lorsqu'il avait co-réalisé sa détourne avec Dominique Mézeret, le scénario était que les Toons et les animateurs de l'émission cherchaient un concept de nouveau programme jeunesse. Pour en trouver, ils interrogeaient plusieurs personnages de film et pour mieux leur donner la réplique, ils s'étaient amusés à reproduire les décors et l'aspect de la pellicule du film cité. Retour à Rio ne répond plus, dans lequel le héros est poursuivi par un terrible accident de trapèze qui a provoqué en lui une peur du vide. Et bien en fait, presque tous les plans de ce flashback viennent du film L'idole d'Acapulco, réalisé par Richard Thorpe en 1963. Seuls ont été ajoutés les gros plans sur Jean Dujardin. On notera d'ailleurs que c'est un hommage rendu au fameux Vertigo d'Alfred Hitchcock. Verti quoi? Vertigo. Verti quoi? Sueur froide, ok? Si tu veux utiliser la traduction française pourrie, c'est sueur froide, d'accord? Ah, parce que j'avais entendu Vertigo. Mais cela dit, comme à chaque fois, il y aura un petit quelque chose qui ne va pas. C'est d'ailleurs assez incompréhensible, quand on sait avec quel sens du détail les équipes du film s'efforcent de respecter le style de l'époque, de foutre des effets spéciaux numériques dans les deux films. Attention, je dis pas qu'ils pourraient pas tricher et utiliser l'informatique pour faire des effets, mais pas cela et pas comme ça. On a pour commencer la scène de l'avion, qu'Hazanavicius dit réaliser comme à l'époque, sous prétexte que l'avion est une maquette. Oui, mais non. À l'époque, on faisait la maquette, mais on lui faisait surtout traverser de la vraie fumée, pas ces nuages numériques ultra visibles. Je vais rapprocher ça d'un plan large qu'il utilise plus loin quand Gerhard Müller amène Hubert voir les pyramides. Là aussi, il préfère utiliser des effets spéciaux numériques. Le problème, c'est qu'il justifie ce choix en argumentant que ces trucages numériques sont mal faits pour respecter l'esthétique du film. Sauf que c'est faux! Ce ne sont plus de vieux effets spéciaux vieillots, ce sont des effets numériques faits à la va-vite, ce qui est le cas des effets numériques de tous les films français, donc difficile de faire la distinction avec un effet volontairement raté. Pourquoi ne pas avoir fait réaliser une vraie peinture sur verre comme à l'époque et l'avoir incrustée numériquement par la suite, pour garder ce rendu photoréaliste, mais où les coups de pinceau sont quand même visibles? Je suis à peu près certain que ça aurait été moins cher. Et les deux scènes qui pour moi viennent vraiment foutre en l'air toute l'intention d'origine, c'est la scène sous l'eau dans le premier et la scène sur le Corcovado dans le deuxième. On dirait qu'Hazanavicius a oublié quel film il faisait et a voulu en faire des scènes dynamiques et modernes, en contradiction avec tout le reste. La scène au fond du Nil, tout comique qu'elle soit, ressemble à une plongée en enfer calculée par ordinateur. Les autres cadavres font clairement trop lisses et au mouvement trop doux. Les scènes ont pourtant été tournées dans une piscine, mais sur fond vert, alors qu'il aurait pu à nouveau utiliser des projections comme en voiture, et sans aucun décor, alors que tous les autres squelettes auraient pu être des vrais, comme celui à qui il décroche le Jokari. C'est encore plus dommage dans le deuxième film, parce que c'est vraiment pour que dalle. Certes, ils n'ont pas vraiment tourné au pied et sur le bras du Corcovado, mais c'est pas une raison pour le reconstituer en numérique ainsi que les capitales, simplement pour faire croire qu'on a tourné un plan d'hélicoptère qui tourne autour de la statue. Tu reconstruis le bras en studio, une découverte derrière pour les plans rapprochés, et pour les plans larges, incrustation des personnages par transparence. Là, on le fait dans le style de l'époque, sinon on essaie trop de se la jouer Dark Knight. Enfin, un petit reproche personnel, mais qui aura peu d'importance pour beaucoup d'entre vous, j'en conviens. Utiliser les mêmes projecteurs et la même pellicule qu'à l'époque, c'est bien. Mais on pouvait reproduire la même lumière avec des projecteurs modernes, et surtout, il utilise une pellicule faiblement sensible, mais une pellicule moderne, de bien meilleure qualité qu'à l'époque, ce qui l'a poussé à tourner en scope, mais en scope classique. À cette époque, les films de James Bond ou ceux d'OSS 117 étaient tous tournés en scope anamorphique, et pour retrouver l'image de l'époque, il aurait aussi dû tourner dans ce format.
Voilà, c'est un peu mon problème avec Michel Hazanavicius. Il a une putain d'idée, il a plein de bonnes idées, et puis d'un seul coup, il a une idée de merde qui ne va pas du tout avec le reste, et pour ne rien arranger généralement sur un élément important de mise en scène. Ce sera également le cas pour ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre à l'international, The Artist. Le film suit les carrières de Georges Valentin, immense star du muet en 1927, joué par Jean Dujardin, que l'arrivée du cinéma parlant va reléguer au rang de has-been, alors qu'il sera le moteur de la carrière de la jeune Pépi Miller, jouée par Bérénice Bejo. Alors que Georges perd successivement son producteur, sa femme, son public, son boulot, son argent à cause de la crise financière de 29, Pépi, elle, monte en flèche et devient une icône du parlant. Mais très attachée à l'acteur, elle va être émue de son sort et faire son possible pour l'aider, dans la mesure où son ego le pousserait à accepter. The Artist, c'est un peu la cristallisation du cinéma d'Hazanavicius. Pour un mec qui veut rendre hommage au cinéma, difficile de faire mieux que de revenir sur le passage au parlant. Encore que, Hugo Cabret faisait à peu près la même chose avec la méthode totalement inverse. Faire un film à la pointe de la modernité pour revenir sur les origines du cinéma. Il va utiliser divers procédés en vogue à l'époque de la même façon qu'il l'avait fait pour les films OSS 117. Les premières rencontres entre Georges et Pépi évoquent la naissance du cinéma, illustrée en parallèle par la naissance de leur histoire d'amour. Lorsqu'ils se croisent à l'avant-première, c'est pour prendre une photo, soit l'ancêtre du film, et lorsqu'ils travaillent ensemble pour la première fois, il va utiliser la première technique de montage au monde, le tourner-monter. Il diffuse en effet à chaque prise le rush complet, de l'allumage du moteur jusqu'à ce qu'il arrête de tourner avec accélération et surexposition de l'image. Le montage n'est donc effectué que par le défilement de la bobine dans la caméra. À plusieurs reprises, le film se déroulant à 3 époques différentes, sans compter les sauts que l'on peut faire au sein d'une période, il va utiliser les techniques de l'époque pour signaler les ellipses. Les génériques des films dans lesquels joue Pépi servent à illustrer visuellement son ascension avec la montée progressive de son nom dans la hiérarchie des rôles, ou encore le montage de coupures de presse qui servent à rendre compte également de l'opinion publique et du succès de la jeune actrice, ou bien l'utilisation de surimpression, technique très laborieuse à l'époque, mais enfantine de nos jours, où on l'utilise plutôt pour marquer les moments de calme dans le récit. Pour ce qui est des mouvements de caméra, le réalisateur s'est interdit l'utilisation du zoom, qui n'existait pas à l'époque, mais qu'on utilise assez peu de nos jours aussi, donc bon. Il préfère donc les travelling et les panoramiques, utilise les plongées et les contre-plongées, souvent associés au débulage de la caméra pour créer des effets de vertige ou d'angoisse du personnage. Bien entendu, il utilise le film pour rendre divers hommages. On peut noter la scène qui montre la dégradation du couple que forment Georges et sa femme au fil des années, rendue par un chant contre chant dans lequel les personnages vieillissent et changent de vêtements à chaque changement d'axe, qui est une citation plus que directe d'une scène du fameux Citizen Kane réalisé par Orson Welles en 1941. Ou encore, l'utilisation du thème principal qu'avait composé Bernard Herrmann pour Vertigo, Surfroide, et qui est repris tel quel. Le musicien attitré d'Hazanavicius depuis ses débuts, Ludovic Bourse, ayant repris une orchestration similaire à celle d'Herrmann et de l'hollywoodisme classique partagé à cette époque, le morceau s'intègre parfaitement à la bande-son. Enfin, évidemment, le gimmick des images revient une nouvelle fois. Lorsque Georges Valentin revoit ses gloires passées avant de mettre le feu à son appartement, le film projeté est un vrai film d'époque, Le signe de Zorro réalisé par Douglas Fairbanks en 1920. En HD, vous remarquerez la différence de netteté et de grain entre les plans larges et les gros plans sur Dujardin qui l'incrustent. Mais je vous l'avais déjà dit, j'ai toujours quelque chose à reprocher à Michel Hazanavicius au niveau de ses intentions de mise en scène. Et Dieu que j'ai des choses à reprocher à The Artist. Sur les deux éléments de base du film en plus, le noir et blanc muet et le sonore. Alors je vais faire simple, pour moi le pari n'est tout bonnement pas tenu. Ce film n'est ni un film noir et blanc muet d'époque, ni un traitement intéressant de l'arrivée du sonore pour ce qui est de la mise en scène. Je commencerai mes reproches en disant qu'il fait beaucoup moins attention au respect des techniques de l'époque de ce film que dans les OSS 117. Première chose qui le montre, c'est que là où il s'est amusé à récupérer ou créer de vieux logos pour ses boîtes de production, dans celui-ci non seulement il ne s'emmerde pas à faire ce travail et ne fait que les diffuser en noir et blanc, mais en plus il ne fait même pas l'effort de demander des versions à 1.33 et utilise les versions 1.85 basiques. C'est d'ailleurs là-dessus qu'il laissera passer le plus d'éléments, sur l'image. À plusieurs reprises, la caméra sera mise dans des positions impossibles pour les veaux de plusieurs kilos qu'elles étaient à l'époque, comme dans ce plan du film dans le film au début. De plus, il a tourné sur de la pellicule récente et en couleur avant de convertir le film en noir et blanc à l'étalonnage. Alors certes, il a quand même fait un test pour voir comment les couleurs des costumes et décors rendaient une fois décolorés. Mais tourner nativement en noir et blanc aurait été tout aussi pratique et logique. Surtout, mon plus gros reproche, c'est qu'il a tourné en 22 images par seconde. À l'époque du muet, la norme était fixée vers 16 ou 18 images secondes, et ils étaient même souvent diffusés plus vite à la projection pour faire plus de séances. C'est justement l'arrivée du parlant qui a forcé l'industrie à se mettre d'accord sur un rythme de 24 images par seconde pour s'assurer que le son resterait synchronisé avec l'image. Quand on voit des films muets aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit les diffuser dans leur rythme d'origine et avoir une image qui saccade, comme vous pouvez le voir ici, soit, ce que l'on fait dans la majorité des cas, accélérer le film en le diffusant en 24 images secondes. Ce que ça crée, c'est ce sentiment d'accéléré caractéristique qui par exemple fait applaudir la foule à un rythme effréné. Tourner en 22 images secondes et diffuser en 24 n'est pas suffisant pour créer le même effet. L'accéléré est très léger donc ça sert pas à grand chose, et ce rythme ne correspond à rien d'historique. À ce niveau-là, autant ne pas avoir changé la vitesse de défilement.
Et du son va découler le reste de mes critiques. On va commencer par la base, puisque le film a bénéficié de 2 mixages. Un en 5.1 moderne, l'autre en stéréo. C'est cool, mais à l'arrivée du parlant, le son était en mono. D'ailleurs, Woody Allen a continué à monter en mono jusqu'à Midnight in Paris en 2011, donc c'est pas comme si c'était devenu infaisable. Mais au-delà de ce mixage beaucoup trop moderne, il y a l'utilisation du son. Hazanavicius le fait intervenir au moment où George fait un cauchemar, juste après avoir vu des essais de cinéma parlant, puis en mettant une chanson, et non une simple musique sur la progression de la carrière de Peppy, et enfin à la fin du film, quand George et elle se lancent dans la comédie musicale. With pleasure. Et tout ça est un peu problématique. Si le film peut devenir sonore, ça aurait eu du sens de mettre le son sur le test qui a été joué à Georges Valentin sans que la scène ne devienne sonore pour autant. Est-il judicieux alors, si on ne le fait pas, de mettre une chanson en plein milieu du film pour évoquer la carrière de Peppy? Quant à la scène de cauchemar, je la trouve très jolie mais en vrai assez inadaptée, puisqu'elle traite le personnage comme un acteur dans sa loge et non comme un personnage. Le monde où il vit est sonore, ce sont ses films qui sont muets. Ça aurait pu avoir du sens si le personnage de George ne parlait jamais, en particulier quand on lui demande. Mais là, la convention de cinéma demandée est plus forte que dans le reste du film. Au final, The Artist n'est qu'un film moderne tourné en 1.33 et diffusé en noir et blanc. L'équipe parlait plus d'un sentiment de vieux film que d'un véritable vieux film. Moi j'ai juste l'impression de voir un film diffusé sur une télé un peu bizarre et qui gère très étonnamment les sous-titres. Mais vous allez peut-être me dire, t'as fini de toujours être contre tout le monde, le film a super bien marché, a été couvert de récompenses aux Oscars. Je dis pas que le film est mauvais à cause de tout ça. Je dis qu'il ne va pas au bout de son projet et que cela finit par avoir un côté un peu esbrouf. Ça c'est un très beau film qui traite très bien son sujet et qui marche, mais on pouvait aller plus loin que ça. Quant aux Oscars, c'est sûr que les Américains vont débarquer cette équipe de Frenchies qui rend hommage à leurs heures de gloire du début et qui n'avaient jamais vu un mec jouer comme Dujardin alors que nous on l'a vu faire le même numéro dans tous ses rôles depuis 20 ans avec quelques variations, ont dû avoir la larme à l'œil, les chevilles enflées et se sentir bien brossés dans le sens du poil. Ce n'était certainement pas l'intention d'origine de Hazanavicius, mais c'est plus ça que la réussite du film qui les a fait voter. Et ça c'est mon principal grief envers Hazanavicius, de bonnes idées, de bonnes intentions, mais qu'il ne tient pas jusqu'au bout, mais suffisamment longtemps pour donner l'impression qu'il va jusqu'au bout. L'idée explorée par mes amis n'est pas mauvaise, mais il est difficile de rire des situations cyniques qui nous sont montrées sans un minimum de background sur la façon de fonctionner d'un plateau et de la télévision. C'est un peu un film pour initiés, mais les initiés seront perturbés par les incohérences qu'Hazanavicius avait laissées parce que le grand public ne les aurait pas vues. Les OSS 117 sont d'excellentes comédies de pastiche des films d'espionnage, mais essayent trop souvent de devenir leur propre film de comédie d'espionnage moderne. Cela n'aille habitué pourra s'en rendre compte, et au final on s'en fout un peu tant que ça reste de la bonne comédie, mais c'est le genre de petits détails ballots qui gâchent un peu l'effort. The Artist aurait pu être le pari ultime d'Hazanavicius, mais il s'est contenté de noir et blanc et d'une gestion du son à la vas-y comme je te pousse. Certes, son chef opérateur a beaucoup testé les objectifs, les décors sont construits en hauteur, mais à de nombreuses reprises, les plans seront trop légers et modernes pour donner un vrai sentiment de vieux film, et pas d'un simple filtre noir et blanc. Finalement, c'est en duo avec Dominique Mézeret que Hazanavicius réussissait le mieux ses hommages. Le problème de la classe américaine sera alors plutôt de voir si l'humour du film vous fera rire, et si ce n'est pas un peu trop référencé et conceptuel pour vous dérider les zygomatiques. Pour son nouveau film, Hazanavicius décide de quitter la comédie pour le drame avec cette histoire en pleine seconde guerre de Tchétchénie. Difficile dès lors d'imaginer quel pourrait être le résultat, mais je salue l'homme de ne pas être resté dans sa zone de confort faite d'hommages et de comédie. Ce sera un bon moyen de se faire une meilleure idée de ce qui fait son style à proprement parler, et du niveau réel de l'homme, génie de l'hommage ou génie du cinéma. En ce qui me concerne, je ne peux qu'admirer la passion et la culture cinématographique de l'homme, mais il lui reste, à mon sens, à faire ses preuves en tant que réalisateur et que véritable auteur. Vous savez que j'ai raison et que vous avez... Arrêtez! C'est toi, arrêtez! J'aime me battre. Si je vous dis juste son nom comme ça, je suis presque sûr que ça vous dit pas grand chose, mais c'est... Pourtant, tout ce que cet homme a créé est devenu culte. Si je vous dis juste son nom comme ça, je suis presque...